Faut le faire aujourd'hui avec un agent sportif. Dans le basket, lui et son associé, Jérémy Medjena, sont numéro 1. Ensemble, ils gèrent la carrière des meilleures joueuses et des meilleurs joueurs français. Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum notamment leur font confiance depuis le début. À la clé, millions de dollars et grande franchise NBA. Bonjour Bouna Ndiaye. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre agence à Paris, chez Comsport. Vous faites ce métier depuis plus de 20 ans. C'est quoi exactement un agent sportif ? Un agent sportif, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est un mélange d'un conseiller en gestion psychologique, un conseiller en gestion de carrière, un conseiller tout simplement pour grandir en tant qu'homme et aussi grandir en tant qu'athlète et en tant que professionnel. Donc c'est un métier très large. Est-ce que c'est la personne qui permet aux joueurs de seulement se focaliser sur son jeu ? Alors, oui et non. Dans le sens où on essaye d'encadrer le joueur pour qu'il soit concentré sur son sport, mais on veut aussi que les joueurs deviennent des CEO. Des PDG. Voilà, parce qu'en fait, on ne veut pas qu'ils soient concentrés que sur le basket. On veut aussi qu'ils sachent réfléchir, qu'ils sachent faire des choix de business, parce qu'à un moment donné, il y a aussi une partie business. Justement, l'une des facettes importantes de votre métier, c'est la négociation de contrats. Fin 2020, par exemple, vous arrivez à un accord avec la franchise NBA des Utah Jazz. C'est pour la prolongation de contrat de Rudy Gobert. On le surnomme la tour étouffante ou encore Gobzilla avec un B comme Gobert. Né à Saint-Quentin dans le nord de la France, élu 3 fois meilleur défenseur du monde et médaillé d'argent au JO de Tokyo. C'est 205 millions de dollars sur 4 ans. Comment vous arrivez déjà à vous mettre d'accord avec Rudy Gobert ? Voilà, c'est bien dit dans la négociation. Il y a la négociation avec le club, mais il y a aussi que le joueur soit d'accord sur ce qu'on recherche. Donc d'abord, pour arriver à se mettre d'accord avec Rudy, c'est tout simplement très très simple. Rudy est le meilleur défenseur du monde. Voilà, numéro 1. Si tu es numéro 1, tu seras payé comme un numéro 1. C'est quelque chose de simple. Donc après, vous arrivez sur la table de la franchise, son équipe, les Utah Jazz, et vous leur dites, c'est le numéro 1, il doit être payé comme le numéro 1. Alors, avant ça, il y a autre chose. La NBA a mis en place des critères qui permettent de classifier les joueurs. Il y a ce qu'on appelle les critères du Supermax. En 2020, il n'y a que 2 joueurs dans le monde qui sont éligibles pour un Supermax. C'est Giannis Antetokounmpo et Rudy Gobert. We begin with breaking news coming out of Milwaukee. Giannis Antetokounmpo is signing the Supermax extension with the Bucks. It will be for the full 5-year, $228 million on Twitter and Instagram. Ça veut dire que ces joueurs-là ont été reconnus avec des statistiques que personne n'a réalisées. Le Supermax, il était de 228 millions. Et donc, c'est ce qu'on veut. Puisqu'il a été reconnu pas par nous, par la NBA. Donc, on a notre base. Donc, avec Rudy, l'idée, c'était de se rapprocher de ce montant de 228 millions. La négociation, c'est aussi un rapport de force, il y a parfois des moyens de pression. Comment ça se passe concrètement déjà ? Est-ce que vous êtes autour d'une table ? Qui est assis autour de cette table si c'est le cas ? Oui, on est autour d'une table plusieurs fois, parce que c'est une négociation qui a duré 2 mois, et des réunions régulières entre le président des Jazz, le general manager, enfin leur staff, et moi-même. Quand je parle de moi, j'ai tout mon staff qui travaille en amont pour étudier les statistiques. On a pris les services d'une boîte qui est à Chicago, qui nous a fait une analyse statistique juste pour avoir les arguments encore plus appuyés. C'est très très précis, on a 100 pages qui montrent les possessions, quand Rudy est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, les performances de tous les joueurs autour de lui, avec lui ou sans lui, l'impact qu'il a quand l'autre équipe en fait attaque et Rudy est sur le terrain. Ces statistiques en fait montrent une chose, c'est que c'est un joueur d'impact. Quand il n'est pas là, l'équipe ne performe pas. The Kia NBA Defensive Player of the Year is Rudy Gobert. Vous avez toutes ces données scientifiques, mais est-ce que vous avez aussi des techniques ? Est-ce que vous bluffez ? Est-ce que vous quittez la table ? Est-ce que vous ne répondez plus au téléphone pendant la négociation ? Non, on bluffe pas en négociation, on est préparé. Mais on est très préparé. C'est-à-dire qu'on a réfléchi avec un ensemble de conseils, avec tout le staff, tout le monde à la contribution au service du joueur. Comment on peut avoir tous les arguments qu'on ne peut pas réfuter, les données. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la négociation est partie très basse. Il propose 135 millions. Donc là,
Bon, ça s'arrête tout de suite. Écoute, on n'est absolument pas sur la même longueur d'onde. On s'arrête là, quoi. Là, vous parlez au GM, au General Manager, l'équivalent du président, c'est ça? Le président. Donc, à ce moment-là, il y a un stop, quoi, en disant, écoutez, je crois que vous vous trompez de client, on ne sait pas de qui on parle. D'accord? Mais on a le meilleur dans ça, et ça, et ça. Donc, il se passe du temps, et ensuite, ils reviennent en montant à 163. Et en disant qu'on n'ira pas plus loin. Je leur dis, mais 163, aujourd'hui, toutes les équipes paieront 163 pour lui. Donc, j'ai appelé personne, mais beaucoup d'équipes m'ont appelé en me disant, si Utah déconne, on est là. Et nous, on te donnera le Supermax. Donc, c'est monté, et à un moment donné, c'est monté à 195. Et c'était take it or leave it. Prenez ou quittez. C'est dur. Parce que là, tu casses le fil, plus rien. Et après, on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'entre-temps, on peut se casser le genou. Les aléas, tout est fragile, comme la vie, tout simplement. Et à ce moment-là, je dis, on ne bougera pas s'il n'y a pas 210. S'il n'y a pas le chiffre 2 déjà, devant, on ne signera pas de deal. On attendra, Rudy, il ira ailleurs. Dans 6 mois, c'est sûr qu'il partira. Même si on perd de l'argent, c'est une question de principe. Donc là, il y a un blocage. Et l'équipe et moi, on ne se parle pas pendant une semaine. C'est des longues attentes. Ouais, mais on reste serein. Le joueur, à un moment donné, oui, il est serein. Il est serein. Mais il y a des échanges en ce moment-là en disant, écoute, moi, je te conseille à 200 quelque chose, il faudra le faire. Tu n'auras pas 220, tu n'auras pas 228. Mais pour moi, 210, 205, il faut prendre. Il y a un tas de monde qui ont essayé de lui mettre la pression de côté, donc il a fallu le coacher pour dire attention quand tu vas le propriétaire. Et sa réunion avec le propriétaire, Rudy lui a dit écoute, c'est pas une question d'argent, je suis déjà financièrement sécure pour ma vie. C'est une question de principe, je suis le meilleur. Regardez. Donc je dois payer comme les meilleurs. Donc si vous ne me payez pas ça, je ne signerai pas. À ce moment-là, le propriétaire se rend compte que c'est pas du bluff, quoi. On a des arguments qui sont autres que financiers. Donc du coup, il lâche. Donc 2 jours avant la date limite, à ce moment-là, il y a le président qui appelle et qui dit on va y aller. Un contrat de 5 ans, le joueur qui devrait toucher pendant toute cette période 205 millions de dollars. Le 3e plus gros contrat de l'histoire de la NBA, devient donc le sportif français le mieux payé, devant Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. On va faire un petit retour en arrière. Bouna Ndiaye, vous êtes né en Gambie, vous avez grandi au Sénégal. Votre père était entrepreneur et diplomate. Mais à 14 ans, votre vie bascule puisque vous venez en France avec votre maman. Et vous allez déménager dans une cité de Grigny, en banlieue parisienne. Est-ce que c'est à cette période-là que commence votre amour pour le basket? Oui, avant de venir en France, je jouais qu'au foot dehors. Parce qu'au Sénégal, c'est le foot. C'est le foot. Enfin, en Afrique, partout, c'est le foot, c'est pas le basket. Et quand je viens en France, ma maman me dit vous allez faire du sport. On voulait aller faire du foot, mais quand on est arrivé en France, c'était en octobre 81. Je crois que c'est un hiver, l'un des plus froids hivers qu'il y a eu en France, où il faisait très très froid. Et donc là, le foot, je dis à ma mère, le foot, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est trop froid. Je voyais pas l'intérêt d'aller là-bas se les geler, quoi, de jouer, quoi. Puis à un moment donné, ma mère m'a donné la mission de m'occuper de mes petits frères, mes 2 petits frères. Faut pas qu'on traîne parce que bon, la grande bande, c'est pas rose, quoi. Donc du coup, la grande bande, c'est à Grigny, la cité. Ouais, Grigny, ouais. Je vois qu'il y a un gymnase et je vais voir le maire. Le gymnase n'était pas occupé et je lui demande le gymnase pour l'animation donc, des gamins. Et à 15 ans, avant même de jouer au basket, j'étais mentor, entraîneur. J'avais déjà regroupé une 30aine de gamins. Et 1 an plus tard, j'ai commencé à jouer. Donc j'ai joué premier niveau, première série. Et chaque année, je suis monté de niveau pendant 11 ans. J'ai fait 11 des 12 niveaux du championnat de France. Et vous obtenez une maîtrise de gestion, vous êtes bon élève, vous obtenez une maîtrise de gestion à l'université Panthéon-Sorbonne, vous multipliez les petits boulots, mais le basket vous obsède. Et en 95, vous allez fonder une entreprise de presse qui crée les premiers guides de basket. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous tissez un réseau ? Exactement. Je voulais faire en fait un guide sur tous les clubs de France. Donc j'ai appelé tous les clubs de France. Et pour avoir leur information sur le roster, sur les équipes, sur les coachs, et, enfin, voilà. Et donc les clubs de province m'appelaient pour me dire « Tu connais pas des jeunes d'Argent parisienne ?»
Et donc, j'emmenais beaucoup de jeunes. Et je parlais, comme j'étais sur les playgrounds, je connaissais tout le monde dans la région parisienne. J'ai ce côté-là de connecter avec les gens. J'aime connecter avec les gens. Où je mettais en relation les clubs et les joueurs, mais je te parle par centaines. Et Georges Eddy, avec qui j'ai joué, je ne sais pas si vous connaissez Georges Eddy. Commentateur, je joue avec toujours lui. Commentateur de Je joue avec lui au Vésinet. Quand il mettra les deux, et après, ça va nous donner une prolongation. Ouh, je respire un peu mieux quand même. Les dons des Jeux Olympiques, peut-être le don de l'année, mais meilleur qu'en NBA. C'est pas possible qu'on vient de voir, messieurs, dames. Incroyable. Et Georges me disait, toi, tu devais être agent, c'est toi qui fais toutes les équipes de la région Île-de-France. Et en fait, à ce moment-là, les gens venaient me voir pour me dire, Jean, on veut que tu t'occupes de nous. Donc c'est comme ça que j'ai tissé un réseau et j'ai commencé à placer des joueurs pendant des années gratuitement, parce que je ne le faisais pas pour l'argent. Et puis un jour, il y a un de ces joueurs que j'ai drivé qui m'a dit, tu m'as conseillé, tu m'as mis au basket, tu m'as aidé à devenir la personne que je suis, tu m'as aidé à avoir mon bac, je suis à la fac, tu m'as aidé à être basketteur professionnel, tu m'as conseillé un agent, mais c'est en toi que j'ai confiance. Pourquoi tu ne deviendrais pas mon agent ? L'un des tournants de votre vie, c'est lorsque vous décidez de vous associer avec Jérémy Medjena. Oui, absolument. D'abord, on est en vacances à Menton avec un pote. Et tous les après-midi, on allait jouer au basket, bien sûr, parce que la passion, elle ne s'arrêtait pas durant les vacances. Naturellement, comme on est à Menton, il y a les Italiens, les Espagnols. On a organisé des tournois français contre Espagnols, contre Italiens. Et dans mon équipe, il y avait Jérémy. Donc c'est là où on s'est connus. Et donc, on est devenus potes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait déjà créé le concours de Smash du championnat de France, quoi, qui était fantastique. Et à l'occasion d'un événement de Mitch Richmond, donc de Nike l'avait invité à amener ses Smashers pour animer à Tour Eiffel l'arrivée d'une superstar NBA. Moi, j'étais là, et quand je regardais ce qu'il faisait, je disais, il y a vraiment un truc à faire. Le destin de Bouna Ndiaye est intimement lié à celui de Jérémy Medjana. Les deux anciens joueurs amateurs se rencontrent au milieu des années 90. Ensemble, ils créent la Slam Nation, une troupe de basketteurs acrobatiques, et rêvent alors de conquérir l'Amérique. On a fait 500 événements, plus. Ça nous a permis de sortir de notre cité, d'aller partout dans le monde, d'aller à Moscou, d'aller en Thaïlande, d'aller en Espagne, aux États-Unis, en NBA. Et ça nous a permis à créer un réseau. Et avec la Slam Nation et notre réseau et l'envie d'être agent, on s'est focalisé plus ensuite sur le métier d'agent. Donc vous vous concentrez sur ce métier d'agent et en 1997, vous avez tout juste 30 ans et vous reprenez l'agence Comme Sport. J'avais un ami à moi qui faisait du marketing, qui avait créé sa boîte et qui avait envie de faire autre chose. Je trouvais le nom fantastique et je voulais créer une boîte pour représenter des joueurs. J'ai proposé de le racheter, donc j'ai racheté. Très vite, votre ambition, c'est d'exporter les talents français en NBA. Vous cherchez du côté de l'INSEP, l'Institut National du Sport, du côté de Cholet, même en Afrique. Mais le tournant, c'est lorsque vous repérez, enfin Jérémy Medjena repère un jeune Belge de 2,13 m à Tourcoing, DJ Mbenga. Jérémy, un jour, m'appelle en me disant « J'ai vu un joueur, il faut que tu viennes le voir. Il était immense, il faisait 2,13 m. » Ce jour-là, c'était un Belge congolais, DJ Mbenga, qui ensuite se pète le genou. Nous, on a persévéré. Et donc, en 2004, on signe DJ Mbenga au Dallas Mavericks. C'était notre premier joueur NBA. Et là, on avait mis le pied dedans. Donc, une fois qu'on a mis le pied dedans, je me suis dit, il n'y a rien qui peut nous arrêter, il faut continuer. Bouna Ndiaye, c'est quoi un bon agent sportif ? Un bon agent sportif, c'est quelqu'un, d'abord, qui ne privilégie pas le business au détriment de l'humain. Donc, il y a très peu de bons agents. Ils sont tous après l'argent, mais ils n'ont rien compris. Pourquoi il y a tous ces maillots ici ? Parce que, d'abord, ils ont le talent. Mais deuxièmement aussi, on croit en eux, ils croient en nous. Et on les pousse à grandir en tant qu'hommes et en même temps en tant qu'athlètes. Pour être un bon agent, j'imagine qu'il faut aussi savoir se positionner, trouver le bon créneau et choisir certains joueurs plutôt que d'autres. Exactement. Quand j'étais à la fac, je faisais tout pour avancer, mais je ne faisais pas le maximum parce qu'il fallait que je joue au basket. Mais j'avais un cours qui m'intéressait plus que les autres, c'est un cours de stratégie concurrentielle. Donc je me suis toujours focalisé sur avoir une stratégie de base. Et à l'époque, les basketteurs américains, c'est les meilleurs basketteurs au monde. Tout le monde voulait représenter que des Américains. Et avec Jérémy, on s'est dit, nous, on va s'occuper des joueurs français
et des joueurs africains. Et on y prenait tous pour des fous. Mais non, c'est des Américains qui gagnent le plus d'argent, les joueurs français ne gagnent pas grand-chose. Et nous, on s'est focalisé sur ça parce qu'on voyait le potentiel qu'il y avait en France, qui est toujours là d'ailleurs. Le potentiel, il est incroyable. Et on s'est focalisé et on a jackpot. On a mis sur le mille, en fait, sur la stratégie, dans le sens où on est focalisé uniquement sur les joueurs en France, un peu en Europe, et les joueurs africains. Et très vite, on est en 2005 et vous allez placer 3 joueurs en NBA, Michael Gelabal, Ronny Turiaf et Ian Main. With the 28th pick in the 2005 NBA draft, the San Antonio Spurs select Ian Maimi from France. Il y a tellement à dire, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas d'argent. On a une quinzaine de personnes à notre charge à New York pendant 3-4 jours. On s'endette comme des fous. Mais bon, le métier d'agent coûte cher. Payer les billets d'avion pour la draft, c'était 50 000 euros. Le draft, c'est la grande soirée où il y a la sélection des nouveaux joueurs NBA. Voilà, quand la facture, à un moment donné, tout le monde est drafté, on est dans la boîte de Jay-Z Lounge où tout le monde boit, etc. Quand la facture, elle arrive, et je me dis, mais comment on va payer? Et je me rappelle que j'avais une carte Amex Air France que je venais juste de recevoir, que j'ai activée. Et quand je l'ai passée, c'est passé. Et le lendemain, j'ai la banque qui m'appelle, qui me dit, monsieur, est-ce que vous avez perdu votre carte? Et non, je ne l'ai pas perdu, mais je viens vous voir dans 2 jours, si vous voulez bien. Vous allez même passer 7 ans en redressement judiciaire. Qu'est-ce qui est dur dans le métier d'agent? En fait, ce qui est dur, c'est déjà de partir de rien du tout. Parce que quand quelqu'un investit dans votre boîte et que vous avez 500 000 euros ou 1 million, vous avez de quoi faire fonctionner, mais nous, on part de rien. Donc, il fallait qu'on crée tout. Donc, à ce moment-là, on a une énergie énorme. Et vous commencez à subir des campagnes de dénigrement de la part d'autres agences, notamment américaines, qui, en fait, voient d'un mauvais œil le nouveau venu. On nous a dit, mais vous ne serez jamais agent NBA, vous ne vous rendez pas compte. Donc, dénigrer, joueur perdu, on ne parle pas l'anglais, on ne connaît pas les clubs, on n'a jamais fait ci, on n'a jamais eu de joueur drafté, on n'a jamais eu de joueur top 10, on n'a jamais négocié de contrat d'envergure. Et on a eu ces arguments-là par la concurrence qui était sans cesse. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Parce que depuis 2007, vous êtes installé à Dallas, au Texas. Vous avez aussi signé de très gros contrats, donc c'est plus dur pour les agences américaines de vous dénigrer aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, le métier d'agent, ça coûte cher. Comment vous rémunérez? On est rémunéré en fait à hauteur d'un pourcentage. Il y a des régulations. En France et en Europe, c'est 10% des salaires. Donc, alors après les salaires bruts ou nets, c'est un autre choix. Bizarre, mais c'est comme ça. Aux États-Unis, on est rémunéré à hauteur de 4% des salaires bruts en NBA. Et sur les contrats marketing, il n'y a pas de législation, mais il y a un côté standard où les agences prennent environ entre 20 et 25% des contrats marketing. Nous, on est en dessous, on est à 15% parce qu'on n'est pas une agence de marketing. Mais on fait du marketing. Et donc, ça régule un peu notre rémunération. On est régulé par des licences, donc par des régulations d'agents. Après, je me suis inspiré de Pape Diouf, de plein de personnes. Tu es président de l'OM. Et donc aujourd'hui, en France, on a de contrat avec personne. Pape Diouf, il faisait ça avec les deux saillies, tous les joueurs, relation de confiance. À part nos joueurs NBA ou nos joueurs qui sont en Europe, même, on a de contrat avec aucun joueur. Et on est fiers de ça. Aucun contrat d'exclusivité. Aucun contrat. Et quand vous allez voir une famille pour convaincre, ou un joueur, pour le convaincre de vous rejoindre, c'est là-dessus que vous insistez? Oui, bien sûr. On insiste sur le côté humain, mais surtout on insiste sur cette méthodologie. Il y a l'humain et il y a une méthodologie qui est très précise. Une méthodologie de gestion du joueur. Et cette méthodologie, ça devient un plan de carrière aussi pour le joueur? Vous installez une structure autour de lui? Exactement. Ça veut dire que le joueur est géré sur 5 points. Vous voulez savoir? Je vous donne mon secret. Attention, on est basé sur 5 choses. L'environnement, c'est la première des choses. Les personnes qui vous entourent vont faire ce que vous allez être. Donc on demande à nos joueurs de faire attention à quel est leur environnement. Accompagne-toi de celui qui travaille, t'accompagne pas de celui qui ne travaille pas. Et accompagne-toi de celui qui est positif. Le deuxième, c'est le mental. Personne ne travaille le mental. Il faut avoir un plan de développement mental. Positivisme. Avec un coach? Avec un coach ou sans coach, ou avec les lectures, avec du travail seul. Vous pouvez travailler seul. YouTube. Super outil. Je fais du YouTube tous les jours. Tous les jours, je travaille pour améliorer le mental. Très positif. Le niveau de positivité, il est au dernier étage, au rooftop. Mais il faut le maintenir et le faire progresser encore. Et ensuite, les 3 autres points, c'est des points que j'appelle mécaniques. Ça veut dire que si vous voulez avoir des abdos, vous faites 1000 abdos par jour, je vous garantis
que dans 6 mois, les plaques, vous allez les voir. Si vous mangez aussi pas trop mal. Si vous êtes un athlète moyen, vous pouvez devenir un bon athlète. Si vous êtes un athlète bon, vous pouvez devenir un très bon athlète. Juste en répétant. Et techniquement, c'est pareil. Donc là, j'ai parlé 1 de l'environnement, 2 du mental, 3 du corps, du physique. Et ensuite, c'est technique. Basketteur, faut shooter tous les jours, dribbler tous les jours, passer tous les jours. Et plus vous répétez de manière constante, plus vous devenez fort techniquement. Mais ça arrive à 100%. Il suffit de répéter à haut niveau. Et le dernier point, c'est qu'il faut s'intéresser de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous voulez faire de l'informatique, allez regarder, etc. Et moi, j'ai étudié tout ce qui se passe dans le sport, dans les métiers d'agent. On a une dernière question avant la fin. Bouna Ndiaye, quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir avant de commencer ce métier d'agent sportif ? Le conseil que j'aurais voulu recevoir, c'est tout simplement ce conseil de croire en soi, d'être positif et de croire que tout est possible. C'est le conseil que je donne aujourd'hui en disant d'abord, si tu n'as pas un objectif, tu vas nulle part. Si tu n'as pas un rêve, tu vas nulle part. Si tu n'as pas une adresse dans ton GPS, tu vas où ? Nulle part. Donc il faut en avoir une. Et ensuite, il faut se lever tôt le matin. Il faut travailler. Et il faut travailler pas un jour, pas 2 jours, pas une semaine, de manière constante. Et au bout, il n'y a que du bon. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Faut le faire. Merci à vous. Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier. C'est disponible sur toutes les plateformes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter, ça nous permettra d'être vraiment mieux référencés. Vous pouvez aussi le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François Cesari, Théo Conscience et Stéphane Geneste.